Collègues, après l'audition de l'ambassadeur chargé de la coopération régionale dans la zone atlantique, nous recevons à présent son Excellence Monsieur Louis Novolsi, ambassadeur d'Haïti en France, qui est accompagné de Monsieur Ricardo Lambert, responsable de la communication à cette ambassade. Nous vous remercions, Monsieur l'ambassadeur, cher Louino, d'avoir répondu à l'invitation de la délégation sénatoriale aux Outre-mer et de participer à cet échange. Nous avions eu l'occasion d'évoquer l'histoire et la situation complexe de votre pays lors de la projection du film documentaire Haïti, la rançon de la liberté, que j'ai organisé au Sénat le 25 mars dernier. Comme vous le savez, l'impact de la crise haïtienne nous préoccupe particulièrement car elle est facteur de déstabilisation pour toute la région. Aujourd'hui, dans le cadre de notre étude sur la coopération régionale dans le bassin atlantique, nos deux rapporteurs, Evelyne Corbière-Namazo, sénatrice de La Réunion, et Jacqueline Eustache-Brignot, sénatrice du Val d'Oise, que je remercie beaucoup pour leur implication, et moi-même, souhaitons vous entendre sur les relations franco-haïtiennes, et en particulier sur les relations d'Haïti avec les Outre-mer français de la région. Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et aussi Saint-Barthélemy, puisque nous avons une communauté haïtienne assez conséquente à Saint-Barthélemy. Face aux problèmes de sécurité notamment, quel est l'état de la coopération d'Haïti avec la France et des autres États de la région dans ce domaine? Comment les territoires ultramarins peuvent-ils y contribuer? Nous savons que de nombreux ressortissants haïtiens vivent et travaillent dans les Outre-mer français. Quelles conséquences cela a-t-il régionalement? Je laisserai nos rapporteurs vous questionner sur ces différents sujets et bien d'autres après votre exposé liminaire. Puis notre collègue Annick Petrus, qui est très sensible aussi et très amie avec la diaspora haïtienne de Saint-Martin, vous questionnera sur les sujets qu'elle souhaite. Vous avez la parole, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup, Madame la sénatrice Micheline Jacques. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Madame la sénatrice et membres de la délégation aux Outre-mer. Et je vous remercie pour cette invitation qui m'honore. C'est un honneur d'être auditionné par votre commission dans le cadre de cette étude sur la coopération dans le bassin caribéen. Je voudrais préliminairement vous remercier, Madame Jacques, pour votre leadership au sein de la délégation, mais surtout au sein par rapport à la cause haïtienne, si je puis dire. Vous avez organisé en mars dernier et cette projection du film documentaire au Sénat, mais aussi vous avez eu à souligner à l'attention du ministre Rotaillot il y a quelques semaines et peut-être 2 mois le fait pour la France de ne pas abandonner Haïti. Et j'ai eu l'opportunité d'en parler à M. Rotaillot à Lyon à l'occasion de la graduation de la sortie de promotion de policiers haïtiens qui faisait partie du groupe qui était gradué en fait à Lyon il y a quelques semaines. Donc merci pour la façon avec laquelle vous avez porté la cause haïtienne et ça a tourné en boucle sur les réseaux et en Haïti. J'ai eu beaucoup de retours par rapport à votre déclaration qui a été naturellement très bien apprécié et je m'en réjouis et je me félicite aussi de la façon dont la délégation aux Outre-mer porte la question haïtienne et accorde une attention prioritaire à Haïti. Cela dit, par rapport à la question qui nous occupe aujourd'hui, vous m'avez demandé à échanger, à vous éclairer sur naturellement les relations d'Haïti avec la France, les relations d'Haïti avec les collectivités françaises des Amériques, mais aussi sur les relations d'Haïti avec les pays de la région. Peut-être je commencerai par vous dire qu'aujourd'hui, les relations d'Haïti avec la France, ce sont des relations d'amitié. Ce sont des relations d'amitié et les visites du président et du conseil présidentiel à l'époque, en janvier dernier, en France, le témoigne. Et donc,
Monsieur Voltaire a eu l'opportunité d'échanger avec le président Macron qu'il a reçu à l'Élysée. Ils ont échangé pendant plus d'1 heure et sur des questions très très importantes des relations franco-haïtiennes, mais également, en avril dernier, et on se le rappelle, le président Macron avait annoncé la création de concert avec les autorités haïtiennes d'une commission mixte et d'historiens chargés d'étudier notamment la question de la dette de l'indépendance, pour ainsi dire. Et du côté d'Haïti, à Port-au-Prince, il s'est tenu une cérémonie aussi pour marquer le bicentenaire de la dette de l'indépendance. Et donc, peut-être je peux vous annoncer que, sous réserve que c'est confirmé par la capitale et que les démarches de visa aboutissent, il y a une délégation officielle du gouvernement haïtien et du conseil présidentiel qui se rendra en Guadeloupe le 18 juillet. C'est une visite officielle pour, en fait, ce ne sera pas un vol inaugural, mais c'est pour effectuer le premier vol international partant de l'aéroport d'Ekaï, la 3e ville du pays, et pour la Guadeloupe, avec naturellement des rencontres avec les autorités guadeloupéennes, le préfet, le maire de Pointe-à-Pitre, le président de la région et le président du conseil régional, etc. Donc il se peut qu'il y ait 3 membres du conseil présidentiel qui feront le déplacement et 5 ministres du gouvernement et en tout cas une très forte délégation qui est attendue en Guadeloupe le 18 juillet précisément, avec un vol qui reliera les Cailles et Pointe-à-Pitre. Et puisqu'en fait, le projet, c'est d'établir une liaison aérienne entre les Cailles et Pointe-à-Pitre. Vous connaissez la situation, j'y reviendrai, mais c'est pour vous dire, aujourd'hui, au plus haut niveau, les autorités entretiennent de très bonnes relations, et ça, on ne peut que s'en féliciter. Maintenant, et peut-être pour répondre plus précisément à ce que vous m'avez demandé, je peux vous dire que sur le plan de la coopération avec la France, aujourd'hui, c'est une coopération qui porte notamment sur la question sécuritaire. La question sécuritaire, parce que, vous savez, c'est en lien avec l'actualité haïtienne depuis quelques années. Alors, la France dispose des formateurs du RAID qui interviennent dans la formation des unités spécialisées de la police nationale d'Haïti. Et il y a une semaine, ça a été annoncé par l'ambassade de France à Port-au-Prince, il y a 4 membres du RAID qui sont allés en Haïti pour nous aider à former nos unités spécialisées de la police nationale d'Haïti. En fait, il y a aussi 3 ou 4 semaines, la France a fait don de plusieurs, enfin, en tout cas, a fait don d'élots, d'équipements et de matériel à la police nationale d'Haïti. Et il y a peut-être 1 an ou 2, il y a eu même des blindés qui ont été offerts par la France à la police nationale d'Haïti. Donc ça, c'est donc du point de vue de la sécuritaire, donc cette coopération passe par la formation des policiers haïtiens, par des dons en matériel et en équipement, et par aussi le fait que, et ça c'est une première par rapport à la sécurité, désormais la coopération s'ouvre aussi au domaine de la défense, et que les forces françaises et des Antilles reçoivent quelques soldats haïtiens pour être formés plus précisément en Martinique, même si en fait en Haïti on souhaiterait peut-être que la France nous aiderait à former des contingents plus importants, mais quand même en 2 occasions, il y a eu 2 contingents de 25 soldats qui ont été formés en fait en Martinique, et ça c'est pour la première fois d'ailleurs qu'un pays occidental accepte d'accueillir nos soldats pour être formés, puisque vous devez le savoir, nous avons une force armée qui est en reconstruction depuis 2017. Et donc, la France fait partie vraiment des premiers pays occidentaux à avoir accepté de former nos forces armées. Et puis moi-même, à Paris,
sur le plan sécuritaire et de la défense, j'ai eu l'opportunité d'avoir une réunion de travail avec la direction des relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées. J'ai aussi eu une réunion de travail avec en fait la direction de coopération internationale du ministère de l'Intérieur sur naturellement la nécessité de renforcer les coopérations en matière de défense et de sécurité. Maintenant, vous savez, peut-être je sais que vous allez me poser la question par rapport à la situation actuelle d'Haïti. Nous avons une crise dont l'une des manifestations, c'est aussi une crise humanitaire. Donc c'est l'humanitaire. Et par rapport à cela, et par rapport justement à cette situation, la France a aussi apporter son soutien par rapport à l'humanitaire et notamment par des financements octroyés à des agences onusiennes, PAM ou d'autres instances pour naturellement en fait venir au secours de beaucoup d'Haïtiens qui sont malheureusement en situation soit d'urgence, enfin en situation d'assistance alimentaire ou d'insécurité alimentaire pour ainsi dire. Maintenant, la France aussi, à titre bilatéral, intervient aussi pour nous aider par rapport, on va dire, au dossier haïtien qui est au Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous le savez, le dossier haïtien, il est sur la table du Conseil de sécurité depuis des années, mais au cours de ces 5 dernières années, en fait, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été prises par le Conseil de sécurité pour aider Haïti à faire face à cette crise. Eh ben, la France, membre permanent du Conseil de sécurité, a plaidé en faveur, par exemple, de l'envoi d'une force multinationale pour aider la police à faire face à la situation en Haïti. Et en octobre prochain, le Conseil de sécurité doit décider du renouvellement ou pas du mandat de cette force multinationale qui est pilotée par les Kenyans. Même si peut-être on peut en parler dans les débats, il y a beaucoup d'insatisfaction par rapport au bilan de la force kenyane, en tout cas dirigée par les Kenyans. Mais aussi, en fait, il y a un bureau des Nations Unies en Haïti, c'est le BINU. C'est le bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Le mandat de cette institution onusienne doit être renouvelé au cours de ce mois de juillet. Donc, naturellement, la France et Haïti s'attend à ce que la France aussi soutienne le renouvellement du mandat du BINU. Et il en est de même, par exemple, et pour la contribution française et au fonds fiduciaire pour soutenir financièrement en fait la force multinationale. Et la France, c'était le premier pays à avoir abondé ce fonds et la contribution française s'élève à plus de 9 millions aujourd'hui et sans oublier le fait que la France est pays moteur, en tout cas, et, au sein de l'Union européenne, a œuvré à ce que l'Union européenne contribue aussi à l'alimentation de ce fonds par une contribution estimée à 10 millions d'euros. Et donc, c'est ça. Et puis, et peut-être pour retourner sur l'humanitaire, l'Union européenne aussi a fait don de 20 millions d'euros l'année dernière pour aider dans le champ humanitaire en Haïti, la France ayant, à titre bilatéral, contribué à hauteur de 16 millions. Maintenant, peut-être, je ne vais pas développer davantage sur la commission qui a été annoncée. Je préfère peut-être répondre à vos questions là-dessus, mais sur le plan, on va dire, parce qu'en fait, la coopération franco-haïtienne, c'est une coopération qui a plusieurs facettes. Hein. J'évoquais les facettes, on va dire, naissantes. Hein. Et bon, c'est vrai que pour la sécurité, honnêtement, la France a été un partenaire historique de la police nationale d'Haïti. La police nationale qui est née dans les années 1995, notamment. Et parfois, en Haïti, on considère la France, les États-Unis, le Canada comme ces pays qui ont porté sur les fonds baptismaux le projet de la création de la police nationale d'Haïti et donc la France a contribué à la formation des différentes promotions de cette police depuis des années. Mais
au-delà de la sécurité, au-delà de la défense qui est un champ nouveau dans la coopération, il y a aussi naturellement l'éducation et la culture. L'éducation, et vous le savez, déjà, à travers la mobilité libre, Haïti nous dispose de plus de 4000 étudiants, 4700 étudiants qui réalisent des études en France, des études, mais vraiment en mobilité libre. Et la France octroie tous les ans environ 500 visas à des étudiants pour des études, pour réaliser des études en France, et des études notamment au niveau licence, au niveau master ou doctorat. Mais là où le bas blesse, c'est que la quantité de bourses offertes par la France aux étudiants haïtiens, c'est une quantité peu considérable. Et en ce sens que aujourd'hui, le nombre de bourses avoisine, en tout cas, ce qui est opérationnel en termes de programme, une quarantaine à travers un programme qui est géré par l'ambassade de France à Port-au-Prince et un autre programme qui est financé par l'État haïtien à travers la Banque de la République d'Haïti. Donc, ce auquel on appelle, c'est peut-être à la création d'un programme ambitieux de bourse pour les jeunes haïtiens qui, naturellement, pourront être formés dans des domaines clés pour le relèvement d'Haïti, des domaines qui pourront être identifiés de concert avec les autorités haïtiennes, mais des domaines vraiment pertinents et pour le relèvement national. Donc ça, je pense que la France gagnerait vraiment à faire d'Haïti peut-être une vitrine de ce qu'elle peut faire par rapport naturellement à la coopération universitaire notamment. Et donc pour la question, on va dire, pour ce qui concerne la coopération universitaire, ce sont ces statistiques que je peux partager avec vous. Et en termes de présence française en Haïti, vous le savez, il y a un réseau quand même culturel français très important à travers un institut français établi à Port-au-Prince, à travers des alliances françaises établies dans tout le pays, au moins dans 4 principales villes. Il y a Jacmel, Jérémy, Les Cayes, Gonaïves et Cap-Haïtien. Donc c'est quand même une présence soutenue qui témoigne si je puis dire, de l'importance des relations franco-haïtiennes dans le domaine culturel et aussi dans le temps, parce qu'en fait, depuis 2020-2021, ça s'est arrêté. Il y a eu beaucoup d'écrivains haïtiens qui ont été formés, en fait, et qui ont bénéficié de bourses en résidence littéraire en France. Mais ces programmes, avec la situation en Haïti, se sont arrêtés. Peut-être pour conclure, ces propos préliminaires qui se transforment en un développement très très long, j'en dirais un mot sur la coopération régionale et notamment la coopération entre Haïti et les départements et les collectivités d'outre-mer. En fait, ce sont des relations qui ont connu un certain dynamisme, notamment après le 12 janvier 2010, après le tremblement de terre de 2010. Et j'ai notamment noté beaucoup de coopérations décentralisées et qui ont été établies entre Haïti, des communes haïtiennes et des collectivités françaises dans les Amériques, que ce soit en fait le conseil régional de la Guadeloupe, que ce soit le conseil régional de Guyane, que ce soit Pointe-à-Pitre ou Cap-Excellence ou d'autres villes en fait de la France et dans les Caraïbes, mais quand même ce sont des coopérations qui ont porté sur un certain nombre de domaines très très importants, que ce soit le domaine de la gouvernance locale, de la formation des agents techniques, le domaine de l'appui budgétaire ou même de l'environnement. Donc je pense que, mais avec la crise, malheureusement, avec la crise, beaucoup de ces programmes se sont arrêtés. Peut-être si je dois formuler une demande, c'est vraiment peut-être que après que les choses
se seront stabilisés en Haïti, de faire en sorte qu'on puisse reprendre ces coopérations qui, pour la plupart, sont en sommeil, naturellement avec les collectivités de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane ou même de Saint-Barth. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à nos deux rapporteurs, donc Jacqueline Eustache-Brinio, puis Evelyne Corbière-Namazo. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Nous savons bien, et malheureusement et tristement, les difficultés que connaît Haïti aujourd'hui. On sait que on souhaite que la situation se stabilise. On souhaite vraiment que l'image que nous avons aujourd'hui d'Haïti nous fait beaucoup de peine, sincèrement. Alors, je ne sais pas, il y a des élections prévues ou pas bientôt? Je ne sais pas. Non, mais c'est une question, pas piège, monsieur l'ambassadeur. Non, c'est que, voilà. Donc, peut-être pouvez-vous nous rassurer s'il y a des élections prévues, qu'Haïti retrouve un peu de paix et de sérénité, parce que vous l'avez vous-même rappelé, aujourd'hui, la France, sa présence, c'est d'aider les policiers à être formés, le RAID est présent, on vous donne des équipements et du matériel pour essayer de préserver un minimum de sécurité, parce que la conséquence majeure de ce qui se passe à Haïti, c'est effectivement une crise humanitaire et des gens qui souffrent, vraiment, et on le souhaite pour personne au monde, et on le souhaite en tout cas pas pour Haïti, parce que ce lien que la France a avec Haïti, il est là, il a toujours existé, et on souhaite qu'il soit maintenu. Donc, c'est vrai que la situation actuellement géopolitique n'aide pas à construire des choses concrètes aujourd'hui, mais moi je souhaite sincèrement qu'elle puisse voilà, écrire des choses pour demain et après-demain et pour la suite. Donc vous nous avez rappelé le rôle aujourd'hui de la France qui se borne à des choses plutôt liées à la sécurité, il me semble, et peut-être vous allez pouvoir corriger mon propos. Et du coup aujourd'hui, concrètement, même si c'est pas simple, moi, je voudrais connaître quelles sont peut-être les possibilités de lien encore aujourd'hui entre Haïti et les outre-mer de cette région, c'est-à-dire Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. Oui, on sait qu'un certain nombre de vos compatriotes vivent dans ces territoires, et ma collègue en parlera certainement mieux que moi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça se borne à ça, ou est-ce qu'il y a d'autres perspectives? Est-ce que la situation est bloquée? Est-ce qu'il se passe encore des choses? Et aujourd'hui, quelles sont... Si aujourd'hui les choses sont bloquées, est-ce qu'on peut réfléchir collectivement à des actions de coopération demain qui pourraient être engagées, développées, qui permettraient à Haïti aussi un développement? Si vous voulez bien, on va enchaîner avec Evelyne Corbière-Namazo. D'accord. Merci, monsieur l'ambassadeur. Je ne reprendrai pas les questions qui ont été posées par ma collègue, mais moi, j'aimerais avoir un peu plus de précision sur les ressortissants haïtiens qui vivent et travaillent dans les Outre-mer français, donc nos territoires ultramarins dans le bassin atlantique, et puis comment ils sont accompagnés, quelle plus-value ils apportent au pays, donc à Haïti, et comment les synergies peuvent s'enclencher peut-être à partir de là, puisque vous nous dites que ce territoire est en train de se relever, et j'espère que ça sera chose faite rapidement. Vous avez souligné la présence active de la France en Haïti pour sortir de cette situation. J'avais également une autre question autour de... alors peut-être que actuellement la situation est un peu... et certes enlisée, enrayée, mais vous parlez de nombreux étudiants haïtiens en France. Qu'en est-il de leur retour au pays? Comment cela se passe-t-il? Certes, les bourses sont pas assez nombreuses, mais tout de même, c'est un programme qui a le mérite d'exister. En tant qu'ultramarine, moi, je milite souvent pour que nos concitoyens qui viennent étudier en Hexagone puissent retourner au pays et apporter toute cette plus-value sur le territoire. Comment vous le mesurez pour Haïti et comment vous le voyez pour l'avenir une fois sorti de crise? Merci. Merci beaucoup pour ces questions très très pertinentes, et je commencerai par celle de Madame la sénatrice Jacqueline Eustache
Brigno. Non, 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 on va y arriver. Hein. Il faudra aller lentement, mais sûrement. Voilà. Bon, en tout cas, vous savez, je commencerai par le commencement pour vous dire que la crise qu'on est en train de vivre en Haïti, c'est une crise multidimensionnelle. Donc, c'est-à-dire, la portée humanitaire, la dimension humanitaire n'est qu'une partie, n'est qu'une manifestation de cette crise multidimensionnelle. Et donc, généralement, je présente la crise sous un triptyque. Il y a une crise nationale, avec des composantes dont je vais vous parler. Il y a une dimension transnationale, et il y a aussi une dimension internationale. La dimension nationale, c'est là où vraiment ça se démultiplie à travers une crise politique. On vient de commémorer la quatrième année de l'assassinat du dernier président élu d'Haïti. Enfin, c'était le 7 juillet dernier. Et donc, son assassinat a permis à la crise qui existait déjà, bien sûr, a permis à la crise d'atteindre son paroxysme. Et donc, son paroxysme est aussi qui a contribué à l'effondrement des institutions publiques, etc. Donc, depuis son assassinat en 2021, il y a une cascade de transitions qui se sont, en tout cas, qui ont dirigé le pays, si je puis dire. Et c'est pour revenir à votre question, aux élections. Le but de cette transition, ça a été vraiment de rétablir la sécurité. Et parce qu'en fait, nous avons des territoires qui sont contrôlés par des gangs. Nous avons des territoires à récupérer. Et donc d'organiser les élections. Donc créer les conditions pour, en fait, faciliter l'organisation de ces élections. Les dernières élections ayant été organisées en 2016. C'est-à-dire, on s'approche de 10 ans de la tenue des dernières élections générales en Haïti, pour les municipalités, pour les parlementaires, pour la présidence. Donc, cela dit, on a connu presque, on va dire, 3 transitions politiques depuis l'assassinat du président. Et cette transition en cours a pour mandat, d'organiser les choses afin que la sécurité soit rétablie dans le pays intégralement, même si, on va dire, là où se concentre la crise d'insécurité, c'est surtout dans les communes relevant de la zone métropolitaine de Port-au-Prince et d'autres communes aujourd'hui affectées par rapport à la crise. Je parle naturellement des communes relevant des départements de l'Artibonite et du Plateau central. Et le deuxième élément qui fait partie du mandat de l'actuelle transition, c'est d'organiser un référendum pour doter le pays d'une nouvelle constitution. Parce qu'en fait, on a estimé que, n'oubliez pas, hein, il y a les dimensions, si je puis dire, immédiate de la crise, mais il y a des dimensions structurelles aussi. La constitution haïtienne, telle qu'elle est en vigueur aujourd'hui, comporte des éléments de blocage institutionnel, etc. Donc, on voudrait faire de cette transition un moment de refondation institutionnelle. Et le troisième élément, c'est justement d'organiser les élections générales dans le pays. L'échéance de tout ça, c'est le 7 février prochain, 7 février 2026. Quelles sont les avancées qu'on a connues jusque-là? Le gouvernement de transition a publié, a mis en place un comité pour élaborer une nouvelle constitution. Il y a un projet de nouvelle constitution qui a été publié, mais c'est un projet. Et quand est-ce que les opérations référendaires auront-elles lieu? Et bon, il y a un décret référendaire qui a été adopté à cet effet. Est-ce que le cap a été d'organiser à la fois ces élections et ce référendum en novembre prochain, de telle sorte que le président élu prenne les rênes du pouvoir et commence son mandat le 7 février 2026. C'est ça l'échéance, c'est ça l'échéance qu'on a. Maintenant, cette échéance, si je puis dire, a été subordonnée à un élément. C'est celui du rétablissement de la sécurité. C'est pourquoi le Conseil de sécurité a fait venir la force multinationale. C'est pourquoi le gouvernement a investi massivement dans le renforcement des capacités opérationnelles de la police nationale d'Haïti. Mais on a assisté malheureusement à l'effet inverse.
alors qu'il y a eu ce déploiement des forces kenyanes et d'autres forces, en tout cas des pays de la zone, hein, Jamaïque, Bahamas, et Nicaraguayens et Salvadoriens, etc. Je pense que la force contient environ 1 millier de contingents, de soldats et policiers. Mais le nombre de territoires soumis au contrôle des gangs a malheureusement dans notre temps augmenté. Et il y a les deux dernières communes qui sont tombées dans les escarcelles des gangs, c'est Mirbalais, et aujourd'hui il y a beaucoup de pression sur l'Ascaobas et dans le plateau central. Et donc aujourd'hui, on n'a pas réussi malheureusement à tuer même un chef de gang notoire. Et depuis ce combat qu'on mène contre les gangs armés depuis 4 ans, et je me rappelle, même la secrétaire générale de l'OIF me demandait, mais pourquoi vous n'arrivez même pas à tuer même un seul chef de gang? Donc, est-ce que c'est manque de moyens? Est-ce que c'est... Donc, effectivement, il y a tous ces paramètres qu'il faut maîtriser afin qu'on puisse, naturellement, penser à organiser les élections sur tous les territoires. Sauf organiser des élections partielles, là où c'est possible. Parce qu'en fait, je dois vous dire, hein, ça c'est important de le mentionner, la crise haïtienne, la crise de sécurité. C'est une crise qui est, on va dire, localement située, ne serait-ce que dans sa gravité. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'essentiel de la crise de sécurité est concentré dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince et ses environs, et les départements proches. Mais maintenant, parce que l'une des caractéristiques, l'une des manifestations de la crise sécuritaire, c'est le blocage des routes nationales, et donc le pays est coupé en plusieurs parties. On ne peut pas se rendre dans le sud ou dans le nord parce que les gangs ont érigé ont bloqué les routes, tout carrément. Et l'information que je vérifiais avant de venir à cette audition, c'est que, alors que la population et les forces, et notamment celles qui font le commerce entre la capitale et des départements provinciaux, parce qu'en fait, la stratégie, c'était de passer par la voie maritime pour continuer à transporter les produits agricoles et autres, etc., et à Port-au-Prince. Mais aujourd'hui, les gangs armés ont développé une nouvelle stratégie par la mer aussi. Donc, c'est de la piraterie. Et et vous imaginez, ça m'a donné un peu cette poule et ça m'a fait frémir en lisant que ils sont arrivés, ils ont attaqué les gens sur un petit bateau de fortune qui transportait et les gens se jetaient dans la mer pour se protéger des balles. Et ils se sont noyés. Donc, oui, donc là, c'est quand même... comment? C'est terrifiant, effectivement. Donc, c'est-à-dire, c'est des marchands qui font le... En fait, l'idée, c'est quoi? C'est qu'il y a des départements qui sont des greniers du pays, des greniers agricoles, et donc qui, en fait, alimentent la capitale. Et les gens... C'est au travers le transport terrestre qu'on fait arriver en fait les produits des provinces à la capitale. Mais en fait, ce n'est plus possible avec la crise. Donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire que, évidemment, les élections doivent se tenir, c'est le cap. C'est un impératif, si je puis dire. Mais il faut créer le climat minimal pour la tenue de ces élections. Sauf à organiser des élections partielles qui seront peut-être contestées à la fois par les opposants et même par l'international qui vous diront non, il va falloir établir les conditions pour que les élections soient réalisées sur tout le territoire. Bon, maintenant, par rapport aux actions de coopération, aux possibilités de lien et aux perspectives avec les Outre-mer. Moi, je pense que... en réfléchissant à votre question, vous savez, Haïti et les Outre-mer ont une intimité dans leur rapport et ces rapports qui ont aussi une dimension historique. Hein, donc, c'est bien de le rappeler. Au-delà de la présence haïtienne à travers nos ressortissants et qui travaillent dans beaucoup de secteurs dans l'économie locale et en Guadeloupe, en Guyane, etc. Je me rappelle avoir eu un échange avec la maire de Cayenne, me disant que pour elle, il y a plus de 100 000 Haïtiens seulement en Guyane. Pour elle. Voilà. Pour saisir, elle me l'a dit à Paris, à l'ambassade. Moi-même, je lui dis, mais bon, s'il y a plus de 100 000 Haïtiens en Guyane
Et on ne compte pas, et peut-être je dois me rendre à ce prochain en Guadeloupe pour avoir ces statistiques et de la présence haïtienne en Guadeloupe, puis en Martinique aussi. Donc là, seulement dans la France outre-mer, on a une forte présence haïtienne. Maintenant, qui travaille, qui fait bouger les choses, en fait. Et moi-même, j'ai le regret de constater aujourd'hui, et pour rester dans la crise, pour rester dans l'actualité, il est difficile pour un Haïtien de quitter le territoire, en fait. Il n'y a pas de liaison aérienne, par exemple, entre les Outre-mer et Haïti. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, et je le suis encore, mais enfin, et je prenais mon vol de Port-au-Prince, Pointe-à-Pitre, Paris-France pour venir étudier à Paris. On fait un stop en Guadeloupe, on faisait un stop en Guadeloupe. Mais aujourd'hui, avec la situation, l'aéroport de Port-au-Prince international est fermé. C'est ce que les gangs ont réussi à faire. Ils ont coupé les routes, ils ont fermé l'aéroport, et maintenant, ils utilisent la voie maritime pour aussi contrer toute tentative de circulation. Donc, qu'est-ce que cela revient à dire? Je pense qu'avec cette ouverture, parce qu'en fait, la crise vient avec ses opportunités aussi. Haïti, c'est un pays qui est hyper concentré. Hein. Tout est centralisé à Port-au-Prince. Tout est concentré, mais vraiment à Port-au-Prince. Et aujourd'hui, avec les limites indiquées par la crise, ben, il y a une opportunité que les autres villes qui se trouvent dans le nord et dans le sud essayent de tirer de tout ça. Avec les possibilités pour atterrir à Port-au-Prince, ben, aujourd'hui, Cap-Haïtien, la deuxième ville du pays, s'érige en une espèce de capitale de fête d'Haïti. Tous les étrangers qui viennent d'Haïti, tous les chambres d'hôtel au Cap-Haïtien sont remplies. Et c'est cette opportunité aussi que la ville des Cayes souhaite s'offrir avec cette nouvelle liaison aérienne qui liera en fait les Cayes et la Guadeloupe. Donc je pense que ça permettrait des relations commerciales. Parce qu'en fait, c'est l'un des problèmes c'est l'un des problèmes des Caraïbes, c'est que on est dans une zone où les échanges entre les îles sont rarissimes. Donc c'est bien je pense que ça créerait une opportunité, mais je pense que en termes de perspective, on gagnerait à relancer ces coopérations qui sont dormantes. Les coopérations dormantes entre les villes, et en fait, par exemple, Pointe-à-Pitre, Cap-Excellence, etc. Et au-delà en fait, des difficultés actuelles, je pense que la délégation peut inciter ces municipalités, ces collectivités, à maintenir un minimum de liens avec les collectivités haïtiennes qui en ont besoin, qui reçoivent beaucoup de déplacés, etc. Et s'il y a peut-être une demande que j'ai envie de faire à la délégation, la question haïtienne, dans le contexte géopolitique actuel, est occultée parfois, ou même si avec la question de la dette a été mise en avant dans les médias, mais j'aurais aimé que, et je vous en remercie déjà, si peut-être la délégation peut faire une demande officielle auprès du gouvernement français pour que Paris organise une conférence internationale sur Haïti. Je pense que ça pourrait aider à remettre de la lumière sur Haïti. On l'a fait pour la Syrie, on l'a fait pour Soudan, on l'a fait pour d'autres pays. Donc je pense que ce serait bien qu'on puisse, on va dire, organiser un événement diplomatico-politique qui permettrait en fait aux acteurs internationaux et européens d'avoir un intérêt renouvelé pour Haïti. Voilà. Monsieur l'ambassadeur, nous sommes un peu contraints par le temps parce que tout à l'heure va débuter la séance, le vote de la CMP sur Mayotte. Alors, je vais laisser la parole à Annick Pétrus qui a quelques mots à vous dire. Alors, oui, je vous remercie pour votre présence parmi nous ce matin dans un contexte extrêmement préoccupant pour votre pays. Je tiens à vous témoigner en mon nom et au nom des Saint-Martinois que je représente ici toute notre solidarité à l'égard du peuple haïtien. La crise que traverse Haïti n'est pas seulement politique ou sécuritaire, elle est globale, systémique et elle affecte profondément l'ensemble de la région, y compris nos territoires français les plus proches.
Je tiens à rappeler que la communauté haïtienne est très présente à Saint-Martin. Elle est partie intégrante de notre île, de notre vie sociale, de notre économie et de notre quotidien. Elle contribue activement à la richesse et à la diversité de notre territoire. Nous ne parlons pas de population étrangère, mais bien de voisins, de collègues, d'amis, de familles. Ma première question, dont je vais faire court, nous devons donc pouvoir bâtir ensemble des réponses coordonnées, ancrées dans la réalité du terrain. Ma première question, donc, quelle attente précise avez-vous vis-à-vis de la France et des territoires français d'outre-mer en matière de coopération concrète, qu'elle soit humanitaire, sanitaire, éducative ou encore sécuritaire? Nous devons pouvoir bâtir ensemble des réponses coordonnées, ancrées dans la réalité, sans institutions fonctionnelles aussi, sans justice ni sécurité, aucune reconstruction durable n'est possible. Quels sont aujourd'hui les axes prioritaires portés par votre gouvernement en matière de renforcement de l'État et de la gouvernance? Comment pouvons-nous, à notre niveau, accompagner ce redressement? Enfin, un mot sur la coopération régionale. Face à l'ampleur des défis, la réponse ne peut être uniquement bilatérale. Une coordination régionale avec les pays voisins, francophones, hispanophones, anglophones, semble indispensable. Y a-t-il aujourd'hui une volonté politique de relancer ce dialogue régional? Je pense ici notamment à la Caribbean Community, CARICOM, ou d'autres enceintes. Et comment la France et plus particulièrement ses collectivités d'outre-mer peuvent-elles y être associées? Monsieur l'ambassadeur, Haïti est un pays ami, un pays frère. Elle ne doit pas être abandonnée. Et nos territoires au plus près de cette détresse veulent pouvoir agir à la mesure pour construire des ponts et non des murs. Merci, chère Annie. Je vais continuer, si vous voulez bien. J'ai juste une question. Je suis vraiment navrée, c'est que nous sommes un peu pris par le temps. Moi, j'ai deux aspects. Le rôle des associations, parce que vous avez parlé d'une diaspora qui, à l'extérieur d'Haïti, est extrêmement active. Et bon, j'ai eu l'opportunité de discuter avec la présidente d'Haïti Futur, qui mène un travail assez considérable sur la scolarisation des enfants, la réalisation des programmes scolaires et le déploiement d'un dispositif de tableau numérique qui est vraiment, qui donne vraiment, qui sert pas qu'aux enfants, mais sert aussi à la population, puisqu'il y a aussi une lutte contre l'illettrisme des adultes qui se fait dans tous les petits villages, isolés. Elle contribue aussi à un développement économique qui est limité mais foisonnant. Je pense au rhum Bookman, je pense aux glaces qui ont été mises en place. Je pense aussi à ce jeune que j'ai rencontré qui cultive du café, qui est parmi les meilleurs cafés de la Caraïbe. Donc il y a vraiment un potentiel, il y a une volonté, et c'est dommage que ces gangs viennent gangréner tout cela. Et j'ai un autre point sur les États-Unis et les déclarations de Trump. Il y a une énorme diaspora haïtienne aux États-Unis qui travaille et qui participe aussi financièrement au développement économique du pays, qui apporte des financements. Et Trump a annoncé l'expulsion dès le 2 septembre de 520 000 Haïtiens. Comment vous voyez comment est prise cette annonce? Est-ce que cela ne crée pas aussi du stress et de l'angoisse supplémentaire au sein de la population haïtienne? Merci beaucoup pour ces questions encore très très pertinentes. Il me reste combien de temps pour répondre à toutes ces questions? Allez-y. Ah oui, parce qu'en fait, il me semble que le temps il est contraint et pour vous. Non, mais allez-y. Non, mais merci beaucoup, Madame la Présidente. Je commencerai peut-être par donner quelques éléments de réponse aux questions de Madame Corbière et ensuite j'enchaînerai avec les autres réponses. Par rapport au retour des étudiants, naturellement, celles qui ont terminé leurs études, ils sont nombreux à avoir le désir de rentrer dans le pays. Ça, il n'y a pas de doute. Maintenant, déjà, il y a
la limitation matérielle par rapport au fait qu'on ne peut pas tirer à Port-au-Prince. Et peut-être qu'il y en a, si c'est sûr qu'ils ont un boulot à travers une ONG ou l'administration publique ou le privé, naturellement, ils vont trouver une façon pour rentrer, soit par la Guadeloupe, Pointe-à-Pitre. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a quand même une connexion aérienne entre Pointe-à-Pitre et Cap-Haïtien. Donc, c'est-à-dire, on peut faire la liaison Paris-Pointe-à-Pitre ou Saint-Martin d'ailleurs, hein, même Saint-Martin, et pour continuer jusqu'à Cap-Haïtien. Et donc, il y a aussi cette possibilité. Bon, maintenant, en termes d'accompagnement des Haïtiens, aujourd'hui, évidemment, ils sont tous concernés par la crise. Et psychologiquement, ça les affecte. Ils ont des proches qui sont kidnappés, tués, violés, etc. Donc, ça les affecte. Mais, en fait, nous, en tant qu'ambassade des consulats, on leur doit naturellement un service consulaire. S'ils ont besoin des documents et pour tout type de documents, ben voilà, ils sont bienvenus au Guadeloupe, Guyane ou à Paris. Mais fondamentalement, c'est que voilà, ces ressortissants, peut-être pour faire le lien aussi avec le rôle des associations, ben, ils se regroupent, ils sont très dynamiques, hein, nos ressortissants, et même à distance, ils essayent d'impacter positivement en Haïti. Et honnêtement, la diaspora haïtienne en France d'outre-mer ou en France métropolitaine, son action ne se résume pas qu'à l'envoi des fonds. C'est-à-dire, ils travaillent aussi sur des projets pour naturellement participer au développement local, pour créer un peu de bien-être dans les communautés d'origine. Il y a ça, et vous avez évoqué le cas d'Haïti Futur. Il y a beaucoup d'exemples comme ça qui se sont multipliés, qui ont foisonné depuis des années. Je pense que c'est l'une des forces. Nous avons une communauté haïtienne en France et en Outre-mer qui est très, très, très dynamique et qui est très, très courageuse aussi. Donc, par rapport, en fait, aux attentes en matière de coopération, aujourd'hui, c'est un combat qui est prioritaire pour Haïti, c'est le rétablissement de la sécurité. Donc, ce qu'on aurait voulu demander, c'est naturellement que la France puisse renforcer son partenariat avec Haïti pour nous aider à former plus de policiers et plus de soldats. Parce qu'en fait, l'idée, c'est quoi? C'est qu'en Haïti, la quantité de policiers disponibles par habitant, le ratio, il est totalement en deçà de la norme internationale. Donc, le nombre de policiers disposés, en tout cas qui est mobilisé pour combattre les gangs, déjà, en termes d'armement, de moyens, il y a un déséquilibre avec les gangs qui ont ils sont plus armés, et c'est là la dimension transnationale, parce qu'en fait, en Haïti, on ne fabrique pas d'armes ni de munitions, et parfois la police fait face à des munitions, à des pénuries de munitions, les gangs sont alimentés, voilà. Et selon les Nations Unies, 90% et plus de ces armes et munitions proviennent de l'Amérique du Nord. Donc, c'est pourquoi je pense que la criminalité transnationale, c'est un enjeu régional sur lequel Haïti et les Outre-mer peuvent travailler. Hein. Je pense que ça, c'est important de le souligner. Maintenant, ce qu'on peut faire, je pense que si massivement la France pourrait nous aider à former dans un temps record plus de policiers, c'est bien on envoie les agents du RAID, etc. C'est très efficace. Il y a même un agent du RAID un policier français qui conseille le directeur général de la police sur les opérations, etc. Mais si on disposait de plus de policiers et plus de soldats aussi, mais par exemple, nos côtes, elles ne sont pas surveillées. C'est-à-dire, quand les cargaisons d'armes, de munitions arrivent, il n'y a aucun moyen pour... donc, si la France pourrait nous aider à construire une marine professionnelle dans le pays, ça serait utile. Hein. On va demander quelles seraient nos priorités par rapport à la coopération. Donc, aider Haïti à disposer d'une marine professionnelle pour surveiller nos côtes. Et ainsi, tous les trafics seront combattus, et notamment le trafic d'armes et de munitions. Et les Nations Unies ont chiffré à 600 000 armes la quantité d'armes qui circulent illégalement dans le pays. Illégalement dans le pays. Et dans les rapports, on a identifié l'ensemble des itinéraires empruntés par ces armes et munitions pour arriver dans le pays. Donc, c'est-à-dire, c'est connu, en fait, c'est étudié, identifié, repéré. Donc, je pense que le domaine clé dans lequel on souhaiterait peut-être un renforcement du partenariat franco-haïtien, aujourd'hui, c'est dans le domaine sécuritaire et de défense.
comment aider... Aujourd'hui, on dispose que de 1500 soldats. Comment faire en sorte qu'on passe de 1500 soldats à 5000 soldats dans les 5 prochaines années? Ça, c'est concret. Comment faire en sorte qu'on peut passer... Moi, je pense que je dois rencontrer d'ailleurs le président de la commission défense et du Sénat en octobre. On évoquera tout ça. Mais l'idée, c'est comment ce partenariat peut en fait déboucher sur du concret. C'est-à-dire du concret. En 2025, on est à 1500 soldats. Comment la France pourrait nous aider à passer de 1500 soldats écoutez, à 5000 soldats dans 3 ans? Donc ça, ce serait du concret. Aujourd'hui, nous avons environ 7000 policiers qui sont mobilisés dans le combat des gangs. Comment faire en sorte que en 2025, de 7000 soldats, on passerait à 15 000, pardon, de 7000 policiers, on passerait à 15 000 policiers dans 3 ans. Donc, comment nous aider à massivement entraîner des policiers par exemple, à même monter une police municipale, parce qu'en fait, l'insécurité, elle a des dimensions aussi qui concernent les villes, etc. Donc, comment nous aider concrètement par rapport à ça? Et peut-être pour synthétiser mes réponses, est-ce qu'il y a une volonté politique pour coopérer avec les associations régionales? Ben oui, effectivement, il y a cette... vous savez, Haïti, nous sommes membres de la CARICOM. Eh bien, la CARICOM, d'ailleurs, a repris les échanges avec les acteurs haïtiens pour faciliter le dialogue interhaïtien. Et depuis le 1er juillet, ce dialogue est repris. Et donc, la CARICOM paraît comme une médiatrice, si je puis dire, à la crise, et politique. Parce qu'en fait, je n'ai pas eu le temps de développer assez, mais l'essentiel de la crise, au-delà de la crise sécuritaire, c'est une crise politique. C'est une crise politique qu'il faut résoudre. Et tout part de la politique. La crise, elle est politique, elle est humanitaire, elle est sécuritaire, elle est économique, puisqu'en fait, il y a une pauvreté. Ces gens qui n'arrivent plus à faire transporter leurs produits agricoles il y a une paupérisation et qui peut-être sera étudiée dans 2-3 ans, mais il y a une paupérisation silencieuse qui se fait dans les régions reculées du pays. C'est la conséquence de la crise sécuritaire, c'est la conséquence des actions criminelles des bandes armées. Donc, et puis, ces gangs armés qui sont en pleine connexion avec des cartels en Colombie. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire. Et puis, dans l'autre champ expulsion, j'en finirai par là. Voilà, c'est un sujet de préoccupation. Mais en même temps, la gestion migratoire étant un domaine relevant de la souveraineté d'un pays, on ne peut pas, on peut demander à ce que nos ressortissants soient traités, leurs droits soient respectés et soient traités humainement, mais on ne peut pas, on va dire, effectuer des actions en justice contre le monsieur parce qu'il décide d'expulser. Voilà. On peut voir comment, diplomatiquement, on peut négocier parce qu'on est un État souverain et sur la scène internationale, il y a des sujets sur lesquels on peut négocier, mais voilà, ne les expulsez pas et en même temps... on peut trouver d'autres sphères et de collaboration. Mais enfin, voilà, et ce sont des Haïtiens. Et bon, voilà, donc on ne peut pas, en fait... voilà, c'est une décision souveraine qui appartient peut-être aux États-Unis. Merci, monsieur l'ambassadeur. Je suis vraiment navrée parce que je dois... J'aurais aimé développer plus, mais voilà. Mais bon, la prochaine fois, j'espère. Cette audition, mais ce n'est que le début. Et je sais à quel point vous pourrez compter sur la France. D'ailleurs, le ministre Bruno Retailleau a toujours dit que la France était amie d'Haïti. Et on peut voir, même si ce n'est qu'une petite goutte d'eau pour le moment, mais on voit qu'il y a une volonté de la part de la France d'aider, d'accompagner à la sécurité en Haïti. On espère que cela aille beaucoup plus loin, puisque nous avons bien compris que c'est le système, la sécurité et la pièce maîtresse du développement Haïti. Et je crois en tout ce qu'apporte la communauté. Je vois l'énergie qui est déployée à l'extérieur et je ne doute pas que ce beau pays pourra un jour, et je l'espère, se développer à la hauteur de ses possibilités. Voilà. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci, madame la présidente. Merci beaucoup.